Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que mon bilan du mois d'avril. J'ai préparé ma petite pile et comme d'habitude je vous donnerai toujours quelques mots-clés et aussi quelques phrases de pitch avant d'enchaîner tout simplement avec mon avis. Et je vais faire mon mieux pour que ce soit clair et concis parce qu'on a une douzaine de livres dont on va parler aujourd'hui et je sais que ça peut faire un petit peu beaucoup, donc n'hésitez pas à vous prendre une petite boisson, à vous caler gentiment sous un plaid et puis on va pouvoir y aller. Comme d'habitude je vous les fais pas dans l'ordre chronologique de mes lectures parce que j'ai totalement zappé l'ordre. Le premier livre dont on va parler ce mois-ci c'est The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette Roman. On est ici sur une romantaisie young adulte dans laquelle on va retrouver des thématiques de found family, de survie, mais aussi de deuil et de complot. Parce qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kiva et qui a été emprisonnée en même temps que son père pour trahison. Malheureusement, lui a été exécuté il y a longtemps, mais elle fait son mieux pour survivre depuis 10 ans. La chance qu'elle a comparée aux autres prisonniers, c'est qu'elle est guérisseuse et donc elle jouit de plusieurs petits avantages qui lui permettent en plus d'être très docile, de se faire protéger, entre guillemets, par le boss de la prison. Et Kiva, elle ne fait pas ça par plaisir, mais elle le fait parce qu'elle pense que sa famille va venir la chercher. Et malgré les années qui passent, elle ne perd pas espoir, jusqu'au jour où tout va basculer lorsqu'elle va devoir se sacrifier pour une grande reine rebelle. Pour ce qui est du pitch, on va s'arrêter là, mais en tout cas, par rapport à mon avis, je peux vous dire que ça a été une très très belle découverte. Ça faisait quasiment un an que j'avais les 3 tomes de la trilogie dans ma palle, et je ne sais pas pourquoi, mais je la sortais pas. Et quand j'ai vu que ça sortait en livre audio, je me suis dit que c'était l'occasion, et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai écouté en 2-3 jours, il me semble, parce que le livre audio est très bien réalisé, mais surtout parce que l'histoire est ultra prenante. Il y a peut-être quelques petites faiblesses en termes de rythme, parce qu'il y a des moments qui sont un peu lents, mais malgré tout, même dans ces moments-là, il y a quand même beaucoup de tension. Il y a la trope de found family qui se met aussi en place, etc. La seule chose sur laquelle je suis un petit peu en demi-teinte, c'est les plot twists que j'avais totalement vu venir. Et en même temps, il reste bon, donc c'est pas si dérangeant que ça. Je vous le conseille. Ensuite, le second livre dont on va parler aujourd'hui, c'est Beautiful Grave de L.J. Chen. Il s'agit d'une sorte de drama-romance dans laquelle on va parler de seconde chance, mais aussi de deuil. Et il y a certaines tropes dont je ne peux pas vous parler sans vous spoil. Donc on va passer au résumé pour vous donner un petit peu envie. En parlant de résumé, je ne vous conseille pas de lire la 4e de couverture parce que je trouve qu'elle en dévoile trop, et notamment le premier plot twist du livre. Donc pour ma part, je vais l'aseptiser un petit peu, mais en gros, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ever, qui décide de partir en vacances avec sa meilleure amie en Espagne et de se dévergonder un petit peu. Et pour cela, elle va rencontrer un jeune homme dont elle va rapidement tomber amoureuse et avec qui elle va passer une soirée magnifique. Sauf que le petit hic, c'est que ce garçon, qui s'appelle Joe, est en road trip en Europe pour plusieurs semaines voire mois. Sauf qu'ils ont tellement aimé cette soirée ensemble qu'il va décider de mettre un terme à ses vacances pour pouvoir la rejoindre aux États-Unis après leur séjour en Espagne. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un bond dans le temps et on ne sait pas pourquoi, mais ils ne se sont jamais revus en Amérique. Tout ce qu'on apprend, c'est que Ever est déprimée et très très seule. À part sa meilleure amie et son chat, elle a pas vraiment d'entourage. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Dom, je vous dis pas comment, quoi, pourquoi, qui est un vrai green flag, sauf que elle a pas forcément oublié Joe. Je ne veux pas vous en dire plus pour pas vous spoil, mais en tout cas, sachez qu'il y a énormément de plot twists, de surprises, l'intrigue est bien ficelée, les personnages sont bien traités, il y a un petit aspect psychologique, notamment sur le drame, le deuil, etc. Et personnellement, je l'ai trouvé très intéressant et je l'ai dévoré en une soirée, je vous le conseille. Attention toutefois à la plume, si vous n'aimez pas les plumes vulgaires ou trop simples, un petit peu à la Wattpad, je vous le conseillerais pas forcément parce que c'est totalement ce qu'on a ici. C'est pas une plume qui est particulièrement poétique, il y a pas mal de gros mots, de vulgarité, mais si c'est pas un point qui est bloquant pour vous, franchement, je vous le conseille à 100%. Ensuite, j'ai aussi lu ce joli roman, je dis joli parce que j'aime beaucoup la couverture. On est ici sur une cozy fantasy coréenne. Je ne vais pas m'hasarder à dire le nom de l'auteur parce que j'aurais trop peur de l'écorcher. Mais en tout cas, apparemment, ça a été un énorme phénomène dans son pays et il vient du coup d'être importé ici par Robert Laffont. Et c'est pour mon plus grand bonheur parce que j'ai adoré cette lecture. On est sur un roman young adulte avec vraiment un imaginaire qui a été créé autour d'un parcours initiatique avec des créatures un petit peu spéciales, un fan family incroyable, un world building qui est d'une grande douceur. Pour ce qui est du pitch, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Seri, qui vit une vie un petit peu compliquée parce qu'elle vit seule avec sa mère dans un milieu très modeste. Elle n'a pas forcément d'amis, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut être heureuse et que malheureusement, c'est pas forcément ce que l'avenir est en train de lui promettre. Mais un jour, elle va tomber sur une histoire, une rumeur qui explique qu'il existerait un magasin dans lequel on pourrait échanger tout son malheur et ses regrets contre une nouvelle vie et des petits bonheurs. Du coup, elle va tout faire pour pouvoir s'y rendre jusqu'au jour où elle va recevoir l'invitation. Bon, je pense que vous êtes habitués, Charlie, elle a voulu venir dire bonjour. Je vous en dis pas vraiment plus pour ce qui se passe une fois sur place parce que ce serait compliqué à développer. Mais ce que vous pouvez attendre de ce livre, c'est vraiment, un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, c'est de tomber dans ce trou de lapin et d'atterrir dans un imaginaire qui est incroyable. Dans le sens où on va avoir un univers qui est totalement en parallèle du nôtre, avec des créatures communes mais aussi des créatures qui n'existent pas, des fonctionnements totalement différents, etc. Et j'ai trouvé que c'était d'une extrême poésie. C'était beau, c'était bien pensé, c'est doux, c'est marrant. J'ai pas vraiment réussi à m'attacher à Sérine pour être franche avec vous parce qu'elle est quand même assez froide et il y a énormément de pudeur, que ce soit dans la plume qui est quand même prise avec beaucoup de recul ou dans le traitement des émotions. Mais pourtant, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Il y a tout du rite initiatique, il y a une grande morale, beaucoup de messages qui sont passés de manière très subtile, enfin plus ou moins subtile, on va pas se mentir parce qu'on est sur du young adulte voire de la jeunesse. Mais franchement, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, donc je vous le conseille, que ce soit pour de jeunes adolescents ou pour de grands enfants comme moi qui adorent rêver. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi
aussi lu First Position. Dans ce livre, on va plonger dans un univers du ballet, de la danse classique, mais aussi de thématiques très sombres comme les TCA, la compétition entre femmes, mais également les relations toxiques. Parce qu'on est dans une espèce de dark romance très sombre dans laquelle finalement la romance passe au second plan. Je vous l'explique juste après le résumé avec mon avis. Mais dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Sylvie, qui est ballerine depuis longtemps, qui n'a qu'un seul rêve, bien évidemment, comme toutes les autres, c'est de devenir un petit rat de l'opéra. Sauf qu'on apprend rapidement qu'elle a une très mauvaise réputation à cause d'une relation qu'elle a eue avec un homme. Jusqu'au jour où un nouveau danseur rejoint sa troupe, et sans le savoir, elle va avoir des relations très rapidement avec lui, alors qu'elle souhaitait surtout ne pas en avoir pour pas continuer à avoir une mauvaise réputation et à empirer les choses. Sauf que finalement, si vous voulez lire ce livre par rapport à cette romance, je vous le conseille clairement pas, parce que c'est pas cette romance du tout qui nous tient en haleine tout le long du livre. Elle est vraiment au second plan, voire même au troisième plan. Je trouve que ce livre, il est plus intéressant quand on le prend sous le prisme féministe, dans le sens où on va vraiment voir à quel point une femme peut se faire maltraiter par la société, notamment au sein de la danse classique et des ballets, mais aussi du sport à haut niveau tout simplement. Parce qu'on va finalement suivre avec quelques flashbacks la descente aux enfers d'une jeune femme qui a juste voulu tout donner pour son sport, en se laissant un petit peu émerveiller par la gloire et la réussite que peuvent avoir certains hommes quand ils font de grandes carrières, et je fais notamment référence par exemple à l'affaire Matzneff qu'on a connue ces dernières années grâce au livre Le Consentement, que je vous supplie d'aller lire si vous n'êtes pas trop sensible et que c'est des sujets de société qui vous intéressent. Je trouve ça extrêmement important, ne serait-ce que pour soutenir le courage que l'autrice a eu de prendre la parole sur des choses aussi intimes et aussi douloureuses, mais c'est encore un autre sujet. Je trouve qu'ici on a un petit peu cette version de la jeune femme qui se fait avoir par un homme extrêmement toxique mais qui réussit tout et contre qui du coup on ne peut rien dire, rien faire. C'est vraiment ça pour moi qui ressort de ce livre finalement. Le seul petit bémol de mon côté, c'est quand même la plume, je l'ai trouvée assez lente. En plus de ça, il y avait pas mal de petits vocabulaires que je ne connais pas parce que je ne suis pas particulièrement intéressée par la danse classique en général. Donc peut-être que ça m'a aussi un petit peu perdue. Mais si c'est pas des points bloquants pour vous, franchement, je vous conseille de le lire parce que c'est quand même un livre qui peut ouvrir les yeux sur certaines situations et qui dans tous les cas a une portée féministe. Donc forcément, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu un livre qui va forcément plaire à tous les fans de The Devil Sons, c'est Crescendo. Et pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que j'ai retrouvé exactement le même univers. C'est-à-dire que si on m'avait dit que ce livre était écrit en parallèle de The Devil Sons, je vous aurais cru. Parce qu'on va être sur une romance avec un super fan family, des personnages très explosifs, un espèce de hate to love entre les deux protagonistes qui ont aussi un petit age gap, attention, je précise. Très résumé, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Isée et qui est la fille du médecin d'un énorme gang. Et en plus de ça, c'est également la meilleure amie du fils du chef du gang. Et même si pour l'instant elle reste un petit peu en retrait, elle va décider de s'enrôler lorsque celui-ci va avoir un énorme accident. Par accident, je veux dire tentative d'assassinat, clairement. Et elle se dit qu'en intégrant l'équipe, elle pourra plus facilement le protéger ou en tout cas prendre soin de lui. Sauf que vous vous en doutez, on rentre pas dans un gang comme ça en claquant des doigts et elle va devoir commencer un entraînement. Sauf que la personne qui va l'entraîner n'est autre que Kyrian, le meilleur ami de son meilleur ami qu'elle connaît depuis toujours mais qu'elle déteste. Parce que c'est un énorme grumpy mais en même temps il est très marrant, très taquin. On sait pas trop pourquoi ils se détestent. Voilà, c'est pour ça que je dis pas enemies ou lovers parce qu'ils sont absolument pas ennemis. C'est juste ils se détestent. Mais on sait pas trop pourquoi. Bref. En tout cas c'est une très bonne romance one shot avec beaucoup de péripéties, énormément de plot twists surtout à la fin. Il y a pas mal de surprises. La trope femme family est vraiment très très chouette. Même si forcément comme il y a que 450 pages, tout ne peut pas prendre beaucoup d'envergure. On n'a pas forcément le temps de se plonger sur la psychologie des personnages. Donc si vous aimez un petit peu les gangs romance avec les found family, bourré de tension, avec des plumes très modernes, très directes, voire un petit peu vulgaires, franchement je pense que vous pouvez vraiment aimer. Ensuite j'ai lu et j'ai adoré L'arène de Orlan Grey McQueen. Beaucoup d'entre vous le savent, Orlan Grey est l'une de mes autrices de romantasy préférées en France. Et ça se confirme avec ce premier tome de duologie. On est sur une dark romantasy avec des intrigues, des complots, de la trahison, avec un emprisonnement, un espèce de hate to love, rivals to lover, et aussi de la proximité forcée, parce qu'on va suivre Ria, qui est la jeune princesse d'Oskia, qui est censée être morte lorsque son royaume a été conquis. Sauf que comme on est en train de la suivre, c'est qu'elle est pas morte. Mais du coup, elle se cache sous une fausse identité en prévoyant un jour de reconquérir son royaume. Sauf qu'un jour, tout va pas se passer comme prévu parce que lors d'un vol qu'elle va réaliser dans la forteresse royale de Noshi, qui est le royaume dans lequel elle vit maintenant, elle va tout simplement se faire attraper. Mais au lieu de se faire exécuter ou emprisonner, l'empereur va tout simplement lui dire c'est simple, soit tu deviens ma femme, soit tu vas dans les arènes te battre jusqu'à la mort. Vous vous en doutez, elle choisit pas les arènes et en même temps, elle choisit pas non plus de devenir sa femme parce que forcément, c'est pas ce qu'elle souhaite. Elle veut pas se prostituer pour survivre. Vous comprenez pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre et en tout cas, je peux vous dire que cette tension, on la retrouve tout le long. D'habitude avec Orlan, on a une plume qui est très simple, très fluide, qui va droit au but, tout en étant un petit peu poétique de temps en temps. Les personnages sont moraligrés à souhait, voire parfois un peu trop red flag à mon goût. Oui, Alexander, c'est à toi que je parle, mais bref. L'aspect psychologique des personnages est aussi assez bien travaillé. Attention, il y a des thèmes abordés qui sont difficiles, donc n'hésitez pas à aller voir les trigger warnings. En tout cas, si vous arrivez à passer le cap, niveau intrigue, vous ne serez pas déçus. Il y a des plot twists, il y a vraiment une histoire qui est bien construite, avec pas mal de surprises. La fin m'a personnellement donné très envie d'enchaîner sur la suite. Malheureusement, il n'est pas encore sorti, mais j'ai hâte qu'il soit entre mes mains. Et franchement, pour conclure, je peux vous dire que si vous avez aimé les deux précédents livres de Orlan, celui-ci risque grandement
tout comme moi, de devenir votre préféré. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi lu Blue Savior de Jane Guerrieri aux éditions Plume du Web. On est ici plutôt sur une drama-romance qui traite de thèmes assez durs, comme la santé mentale, le deuil, la solitude, avec un traitement psychologique des personnages qui est assez intéressant. Pour ce qui est du pitch, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Prudence et qui est clairement en dépression. Elle s'en veut énormément, elle culpabilise pour quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Et malheureusement, elle va avoir tellement de pensées négatives contre lesquelles elle n'arrive pas à se battre qu'elle va essayer de mettre fin à ses jours en sautant dans un lac. Sauf qu'heureusement, il va y avoir un jeune homme qui passe par là un petit peu par hasard, tout simplement parce que sa voiture est tombée en panne. Et même s'il va d'abord croire qu'il a vu la Dame Blanche, il va sauter à l'eau pour pouvoir la sauver, avec succès. Et ça va pas du tout plaire à Prudence lorsqu'elle va se réveiller à l'hôpital et qui va devoir faire face à ses parents. Du coup, lorsqu'elle va revoir Hector, elle va péter un câble. Sauf que elle, qui n'avait pas eu une seule émotion depuis des mois et des mois, le fait qu'elle ait des émotions envers Victor, c'est plutôt positif pour ses parents. Du coup, ils vont essayer de passer un marché avec lui pour qu'il vienne habiter avec eux. Officiellement pour faire des petits travaux, mais en réalité surtout pour essayer d'aider Prudence dans sa dépression. Voilà pour ce qui est du début de ce livre, et vraiment, même si l'histoire a été très touchante, j'ai un peu eu de mal à rentrer dedans, parce que j'ai beaucoup bloqué au niveau des personnages, c'est-à-dire qu'ils sont très jeunes et parfois un petit peu immatures, et j'ai de plus en plus de difficultés avec les romans young adultes, parce que je me retrouve pas du tout dans les personnages. Il y a certains points psychologiques qui me dépassent totalement, parce que je trouve ça un petit peu immature, etc. Et ça a un peu été le cas, malheureusement, sur le début du livre, je dirais bien sur le premier tiers. Après, une fois lancé, ça s'améliore quand même, parce que ils sont mignons, et on commence un petit peu à rentrer plus dans l'intrigue, à savoir pourquoi elle est tombée en dépression. Il y a aussi quelque chose qui est traité là-dedans, qui est du domaine du sport, et d'à quel point ça peut aider, justement, au niveau santé mentale. Donc ça, pour le coup, ça m'a un petit peu tenu, et ça m'a relancé dans ma lecture. Mais du coup, même si je l'ai fini, et que j'ai bien apprécié, je vais pas vous mentir, ça n'a pas non plus été ma lecture de l'année. Après, je pense sincèrement que les fans de Jane, ou en tout cas les fans de ce type de romance, vont adorer. Il y a beaucoup d'humour, etc. Donc je pense que sincèrement, vous serez servis. Voilà pour Blue Savior. Ce mois-ci, j'ai également lu Five Broken Blades. Il s'agit d'une fantasy slash romantasy, avec des mots-clés de complot, de quête, et surtout de found family. Avant de vous donner le résumé, je vais vous lire cette petite accroche parce que je la trouve pas mal. C'est une voleuse, un homme de main, un espion, une tueuse, un noble et un prince exilé forment un cercle de menteurs. Leur accorder sa confiance est le meilleur moyen de se retrouver avec un couteau planté dans le dos. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ce livre, on va suivre 5 personnes qui sont en gros des personnes pas vraiment recommandables et qui vont du jour au lendemain être réquisitionnées, entre guillemets, pour assassiner le roi, qui est censé être un roi dieu qu'on ne peut pas tuer. Et ils vont ensemble se lancer dans cette mission folle au cours d'une espèce de quête, parce qu'il faut quand même y aller jusqu'à ce roi. Sauf qu'on va le comprendre très vite, il y a pas mal de mensonges et de trahisons, de complots et de machinations. Donc si c'est quelque chose qui peut vous plaire, franchement, je vous conseille de le lire à 100%, parce qu'on est vraiment sur une fantasy qui est bien construite pour tout l'aspect politique, etc. Une fois qu'on est plongé dedans, c'est vraiment incroyable. Il y a énormément de plot twists, beaucoup de choses que personnellement je n'avais pas du tout vu venir. Surtout à la fin, je trouve que le dernier quart, il est explosif. C'est-à-dire qu'à chaque page, on apprend quelque chose, il se passe quelque chose, c'est assez dingue. Il me semble que c'est une saga en 4 ou 5 tomes, donc j'attends quand même de voir le reste de la saga et si ce sera au même niveau. En tout cas, j'espère. Et par contre, juste, je voulais notifier, personnellement, je l'ai écouté en livre audio parce que je n'ai pas réussi à le lire. Vous allez me dire que t'es un peu chelou de dire que t'aimes beaucoup un livre et de juste après dire que t'as pas réussi à le lire. Mais c'est parce qu'en fait, il y a énormément de POV. Il y en a 6, tout simplement. Et ils changent à chaque chapitre. C'est-à-dire que toutes les 5, voire 10 pages, on change de personnage. Et sur le premier quart du livre, ça a été compliqué parce que j'avais beaucoup de mal à me situer entre les personnages. Je me suis dit qu'en audio, ça passerait mieux. Et effectivement, c'est le cas parce que du coup, les voix changeaient, les intonations changeaient. Et du coup, j'ai plus facilement réussi à me repérer entre les personnages et à me lancer du coup vraiment dans ma lecture. Et par contre, une fois qu'on commence, on ne s'arrête plus parce que, comme je vous le disais, c'est addictif. On veut absolument savoir ce qui va se passer ensuite. Il y a plein de petits points, de petits indices que personnellement je n'ai pas vu venir, mais si vous allez un petit peu enquêter sur les indices tout au long du livre, je pense que vous pouvez passer un très bon moment comme moi. Donc je vous le conseille, et en plus de ça, le livre est juste magnifique. Regardez-moi ce jaspage. J'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, on peut passer aux poches, avec un énorme pavé de plus de 800 pages. Messieurs, dames, j'ai enfin lu, plutôt écouté, parce que j'ai écouté en livre audio, La Guilde des Ombres, la première partie du premier tome, dont la saga complète vient d'être rééditée au format poche. Regardez-moi cette brique, il est lourd pour un poche. Mais bref, je peux vous dire que l'audio a duré 24 heures et je les ai un petit peu sentis passer, on va pas se mentir. Parce que la Guilde des Ombres, c'est donc une high fantasy avec énormément de créatures, un système de magie qui est incroyable, un côté survie, identité cachée, des complots, des mensonges, de la trahison. Et une romance en second plan un petit peu spéciale, mais bon, on prend. Dans ce livre, on évolue dans un univers dans lequel le monde est séparé par des guildes. Et il y en a une qui règne sur la ville d'Evis et c'est la Guilde des Ombres. Ce sont des assassins qui sont payés tout simplement pour tuer des gens. Et un jour, on ne sait pas vraiment pour quelle raison, mais les boss de cette guilde vont aller trouver une jeune fille humaine pour pouvoir la recruter justement dans la guilde en tant qu'apprentie. Sauf que ça n'arrive jamais qu'une humaine soit prise pour être dans la guilde. En général, c'est que des elfides. Sauf que pour elle, ils vont faire une exception, et je ne vous dis pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, je peux vous dire que ça parle de magie. Je peux pas vraiment développer plus, parce qu'en fait, vraiment, le premier quart, sans vous spoiler, c'est quasiment que du world building. Et c'est aussi une grande partie quand même de ce livre, on va pas se mentir. Et c'est un petit peu ce qui m'a, entre guillemets, dérangé, même si j'ai adoré parce que c'est incroyable, c'est bien construit, etc. Mais du coup, c'est très détaillé, avec une plume qui est clairement une plume de fantasy, de high fantasy, avec énormément de recul, très peu d'émotion, c'est assez froid.
et c'est pas du tout ce à quoi je suis habituée et ce que j'aime lire en particulier. Par contre, ça a été contrebalancé par le fait que l'histoire est vraiment dingue. Vraiment, encore une fois, je pense qu'en termes de construction, c'est encore plus compliqué que Daevabad, que j'avais lu l'année dernière, que j'avais adoré également. Mais voilà, je pense que de la high fantasy comme ça, je peux juste pas en lire trop, parce que même si c'est pas complexe, en fait, j'ai du mal à avancer, parce que c'est quand même lent, c'est quand même lourd. Et personnellement, j'aime plus les lectures un petit peu addictives. Donc j'ai pas ressenti ça, et pourtant, encore une fois, j'ai passé un très bon moment. Je lirai clairement la suite, parce que l'intrigue est dingue, les complots vont sûrement être dingues. Mais je sais que j'ai un public qui est, comme moi, plutôt fan de romantasy notamment, ou de fantasy young adulte, c'est clairement pas ce que vous avez ici. Par contre, c'est vrai que je pense que c'est bien pour s'initier à la fantasy adulte, avec vraiment un côté high fantasy, grosse construction de world building, etc. Ça peut être un petit peu, je pense, une introduction à ce genre littéraire, parce que même s'il est compliqué, c'est pas aussi compliqué qu'un Game of Thrones par exemple, ou qu'un Le Seigneur des Anneaux. Clairement, l'univers est très bien écrit et tellement bien écrit qu'il est simple à comprendre, même si c'est quand même long à intégrer et très 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 détaillé. Voilà pour la ville de Daison. Ensuite, celui-ci, je vais vous en parler rapidement parce que je l'ai DNF. Et du coup, on parle de Va où la rivière te porte. Et en fait, tout simplement, j'ai pas du tout accroché. Que ce soit l'univers, l'histoire, la plume, il y a rien qui m'attirait. J'ai quand même essayé, j'ai vraiment essayé de pas lâcher. J'ai lu, je crois, 70 pages. Mais en fait, je m'ennuyais, j'arrivais pas à avancer. Franchement, j'avais aucun sentiment agréable. Donc j'ai préféré arrêter. Je vais quand même vous relire le résumé au cas où si jamais il vous intéresse. C'est donc Colorado 1948. Nichée entre les montagnes, les lacs et les rivières, la ferme des Nash étend ses vergers de pêcher au grand soleil de l'Ouest. Victoria, 17 ans, gère d'une main de maître le domaine familial aux côtés de son père. Leur vie est un fleuve tranquille qu'une rencontre inopinée dans une rue d'Yola va bientôt détourner. Il s'appelle Wilson Moon et c'est un vagabond. Bien pire aux yeux de sa famille, il est indien. Pour la très sage Victoria, c'est le début d'une passion interdite, un plongeon dans les eaux tumultueuses du destin. Et en fait, on est un petit peu sur un amour interdit avec ce côté vraiment très famille totalement dysfonctionnelle du XXe siècle, avec tout ce qu'on peut connaître du patriarcat et qu'on peut détester du patriarcat. Des familles, encore une fois, comme je vous le disais, qui vont vouloir contrôler ce que font leurs filles avec un côté très raciste, notamment du coup envers les Indiens. Bon, déjà c'était pas good mood, on va pas se mentir, mais en plus de ça, j'ai trouvé ça trop long, je me suis ennuyée. Malgré tout, il y a RTL qui dit un exceptionnel destin de femme et The Times qui dit une histoire déchirante sur le passage à l'âge adulte, un roman d'une puissance captivante. J'ai pas moi trouvé cette puissance, mais je pense que des gens l'ont beaucoup aimé parce que il a été présélectionné pour le prix Poche Relais Kit Kat et en général, il me semble que c'est plutôt les best-sellers qui sont sélectionnés. Donc c'est qu'il plaît quand même, donc je me devais de vous en parler, mais personnellement, ça l'a pas du tout fait avec moi. Ensuite, un livre, encore une fois, oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais là du coup, je vous parle des prix Poche que j'ai lu ce mois-ci parce que je suis jury pour cette session 2025 et du coup ce mois-ci j'en ai lu 3 qui sont ici, donc dont celui-ci que j'ai DNF. Mais le second, même si j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans, finalement, ça a été une très bonne lecture. C'est La Dernière Allumette. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont lu parce que c'est un best-seller depuis des années, je crois. Mais en tout cas, moi, ça fait longtemps que j'en entends parler. Du coup, j'étais très contente de pouvoir le découvrir enfin. Ça va parler de deuil, ça va parler de problèmes familiaux, de violences intrafamiliales, que ce soit envers des enfants ou tout simplement des violences conjugales. C'est un roman qui est très très dur, qui est très sombre, qui brise un peu le cœur, on va pas se mentir. Parce qu'on va suivre du coup Abigail, qui est une jeune femme qui vit dans un couvent, qui est clairement perturbée. On le sait dès les premières pages. On sait pas trop ce qu'elle fait là, on comprend pas très bien son passé, à part qu'elle a grandi dans une famille totalement dysfonctionnelle, clairement. Mais on ne comprend pas vraiment comment elle en est arrivée à cet endroit-là, comment sa vie a basculé. Tout ce qu'on sait, c'est que Abigail, elle est omnubilée par son frère, Gabriel, qui vit sa vie à Paris, et qui rencontre du jour au lendemain une jeune femme qui s'appelle Zoé. Sauf que pour Abigail, c'est quand même un gros danger parce qu'elle connaît son frère et elle connaît ses secrets. Je ne vous en dis pas plus. Personnellement, j'ai pris une énorme claque avec ce livre, tout simplement parce que l'autrice nous mène en bateau pour de très bonnes raisons et je pense que ça peut aussi beaucoup ouvrir les yeux sur certaines choses. Je veux pas trop vous en dire et en même temps j'aimerais tellement pouvoir en parler, donc je vais pas forcément m'épancher dessus, mais c'est vraiment un livre qui met des bas dans le sens où il y a des plot twists, notamment un qui est énorme, auquel je ne m'attendais pas du tout. Je pense sincèrement qu'on peut s'en douter quand on est vraiment dans l'optique de comprendre, de rechercher la petite bête. Moi personnellement je me suis juste laissée couler tout simplement avec ce livre et du coup j'ai pris une énorme baffe. Il y a énormément de tension, c'est vraiment autour du drame, du tragique. C'est vraiment un livre fort qui va marquer, clairement. Ça peut clairement pas laisser quelqu'un insensible. Voilà, donc si jamais vous voulez prendre une baffe, lisez ce livre. Et enfin, le dernier livre, donc, c'est Une invitée particulière de Nell Lamar. Et pour le coup, j'ai ressenti quasiment les mêmes choses qu'avec La femme de ménage. Donc je pense sincèrement que c'est un livre qui peut plaire beaucoup à toutes les personnes qui adorent Freda McFadden et tout son univers et sa plume, sa manière d'inventer des thrillers. Donc on est clairement sur un thriller psychologique avec des mensonges forcément, des cachotteries. Il va aussi y avoir des notions de deuil, donc faites bien attention à ça. Dans ce livre, on va suivre une famille qui est la famille Merritt, composée du coup d'une maman, d'un papa, de 2 enfants et d'une troisième qui est malheureusement décédée. Et toute
cette petite famille a beaucoup de mal à faire son deuil, jusqu'au jour où il y a une jeune étudiante qui va s'installer chez eux pour faire ses études à l'étranger. Elle s'appelle Tania, elle est très polie, très mignonne. C'est un petit peu l'invitée qui est censée être l'invitée parfaite, vous voyez? Sauf que très rapidement, même si les parents vont l'adorer, les enfants vont se rendre compte qu'il y a quelques incohérences. Des petites choses un petit peu bizarres, qui font un petit peu peur et qui mettent la puce à l'oreille, et qui vont rapidement la rendre assez flippante. Sauf qu'il n'y a pas que ça qui est flippant, je dois avouer que les parents le sont aussi, parce que tout le monde cache un petit peu des secrets dans cette famille et dans cette maison. Et c'est clairement sur ça que toute l'attention va se baser tout le long du récit, c'est qu'on sait que plusieurs personnes ont des secrets très sombres, on sait pas pourquoi, on sait pas où ça nous mène, on sait pas qui pourrait faire du mal à qui, et du coup tout le long on est un petit peu dans cette angoisse, ce côté presque grisant de devoir un petit peu survivre au milieu de tout ça. Et personnellement c'est exactement ce que j'avais ressenti dans La femme de ménage, donc j'étais très contente de retrouver ces sensations avec ce livre-là. La plume est franchement très bien, c'est très direct, c'est très moderne, ça se lit tout seul. Le seul petit truc qui m'a un petit peu dérangé, et même si c'était pas si dérangeant que ça, je préfère quand même vous prévenir, il y a une grande partie du coup du récit qui est sous le POV de la jeune fille, qui est clairement une pré-ado, et c'est écrit comme tel, c'est-à-dire qu'elle a des pensées qui sont très immatures, elle a des manières de s'exprimer qui sont très immatures, donc la moitié du récit est quand même tournée sur quelque chose de très enfantin. Voilà, on a clairement une alternance entre le POV de la mère et le POV de la fille, qui ont des points de vue totalement différents sur la situation, mais encore une fois, le point de vue de la fille prend beaucoup de place, donc si les POV trop immatures vous saoulent, ce que je peux totalement comprendre, vous pourriez potentiellement bloquer un petit peu. Voilà, moi ça m'a dérangé mais pas assez pour que j'aime pas ma lecture, je préfère quand même vous prévenir parce que je sais que ça peut en bloquer certains. Et voilà, il me semble que c'était le dernier, en tout cas de ce mois d'avril. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura permis de découvrir de nouveaux livres, peut-être de vous donner envie d'en lire certains, ou de surtout pas en lire d'autres. L'important c'est tout simplement que vous aimiez vos lectures, donc si j'ai pu participer ne serait-ce qu'un tout petit peu à ça, ça me va. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire, me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, quels sont vos coups de cœur. Peut-être que je les lirai le mois prochain. Si vous le souhaitez aussi, je vous invite à vous abonner, ça aide énormément cette chaîne, et à activer la cloche si vous voulez être prévenu pour mon prochain bilan, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.